Serge Noël, bonjour. Vous êtes le directeur, le créateur, le metteur en scène du théâtre Nono de Marseille. Voilà, c'est un théâtre au bord de l'eau, au bord aussi des Calanques de Marseille. C'est un théâtre de troupe, un théâtre international, constitué d'artistes internationaux, et aussi un théâtre d'itinérance internationale, avec des partenaires alliés, comme le théâtre de Perm en Russie, dirigé par Vladimir Gofinkel, mais aussi en Hollande, sur un théâtre d'extérieur avec Job Mulder, mais aussi en Allemagne, mais aussi en Bulgarie, avec Cristiu, directeur du Théâtre National de Plovdiv. Donc en Chine, on a beaucoup de liens avec la Chine et on va encore en avoir prochainement. Et donc en Italie, en Espagne. Et c'est peut-être la définition de ce théâtre, ici dans cette ville un peu atypique qui est Marseille. Hein. C'est une ville pas comme les autres à Marseille. Marseille n'est pas une ville, c'est une ville qui tourne le dos à Paris et qui regarde la Méditerranée et qui regarde l'Orient. Avec un grain de folie en plus. Avec un grain de folie et puis un grain aussi de métissage. Il y a vraiment toutes les nations à Marseille. Je pense qu'il y a toutes les nations sans exception. Quelle est la genèse de ce projet Barocco avec K? Barocco avec 2 K. Oui. Ben, je pense que les 2 cas correspondent exactement au projet esthétique. C'est-à-dire que ce n'est pas une forme réaliste, et ce n'est pas une forme académique du baroque. Loin s'en faut, et au contraire, c'est aujourd'hui se reposer cette question, pourquoi ce monde actuel n'est pas baroque, comme une réminiscence, peut-être d'inspiration multiple, à la fois de l'Espagne, à la fois aussi de notre voyage à Perm, l'influence de la culture slave, car le baroque à son origine a été un art qui a voyagé dans toute l'Europe. Italie, Autriche, Allemagne, Russie, Saint-Pétersbourg tenu le baroque, Lituanie où il y a le baroque turquoise, Espagne où il y a vraiment un baroque de la souffrance. Donc ce qui m'a intéressé, c'est ce voyage, cette idée à la fois de la marche, des processions infinies, et puis ce côté aujourd'hui un peu universel du baroque, qui a été à l'origine de faire revenir les gens qui quittaient l'Église catholique, qui allaient vers le protestantisme. Et à ce moment-là, l'Église catholique a invité les artistes à travailler librement, à inventer, à pouvoir créer, à pouvoir tout remplir, à ne plus avoir de censure, à improviser en musique. Et donc je trouve que c'est vraiment intéressant aujourd'hui si on avait cette possibilité d'un retour au baroque. Donc je pense que c'est une nécessité à la fois esthétique, mais aussi presque politique, de se dire ce monde baroque, pour moi, est important parce qu'il recentre l'émotion de l'homme face à son destin. Quand est-ce que vous avez commencé à travailler sur ce spectacle? Il y a près de 10 ans. 10 ans, on a commencé à travailler pour réunir 32 artistes en France sur un plateau hors institution. Il a fallu 10 ans pour construire et à la fois l'écriture et à la fois surtout le budget. Et puis, Barocco est lié étroitement avec le projet de la création d'un théâtre à Marseille. Nous sommes ici, le théâtre Nono. C'est un bâtiment en bois, dans un endroit extraordinaire, exotique, avec une certaine ressemblance au temple du théâtre comme la cartoucherie de Paris.
C'est un endroit assez paradisiaque dans Marseille. Hein. On est adossé à la montagne que je vois devant moi, là, qui est le début des calanques de Marseille, qui vont jusqu'à Cassis. On est dans un endroit extrêmement préservé, puisque c'est le parc national des Calanques, et on est à 100 mètres de la mer. Donc c'est vrai que c'est assez extraordinaire. Mais en même temps, nous sommes le seul théâtre dans les quartiers sud. Donc on a une responsabilité énorme. Tous les théâtres sont en centre-ville ou dans les quartiers nord. Et donc on développe une politique de proximité avec le public. Donc c'est vous-même qui avez créé ce lieu quand même. C'était pas le lieu que vous avez repris ou qu'on vous a proposé. C'était vraiment la création d'un bout à l'autre, si on peut dire. C'était un terrain vague. C'était un terrain vague qui appartenait à la ville et la ville nous le loue. On a d'abord été avec un chapiteau en bois. Et puis ce chapiteau, la toile s'est abîmée avec le vent et on a eu le droit d'avoir un permis de construire. C'est tout à fait exceptionnel parce qu'on est vraiment dans le parc national des Calanques. Donc on a respecté des normes, notamment les économies durables, et on a fait un bâtiment tout en bois, isolé, qui a été construit par des charpentiers qui ont construit le refuge du Mont Blanc. Donc des grands artisans, des grands spécialistes du bois. Et quel est le projet de ce théâtre? Quel est votre projet artistique pour ce théâtre? C'est d'abord et avant tout la troupe. Hein. C'est une troupe, ce dernier spectacle, 32 personnes, le spectacle d'avant 24. On a des projets en Hollande, de spectacles qui font 400 mètres de long. Donc la troupe, elle est importante. Le deuxième projet, c'est l'école d'acteurs. Il y a chaque année 11 acteurs qu'on accueille pendant un cycle de 2 ans, une troisième année de réalisation personnelle. Ça, c'est le deuxième projet. Et le troisième projet, c'est les artistes associés. On a un certain nombre d'artistes associés en musique, en chant, en théâtre et en danse qui partagent avec nous ce lieu. Comment est-ce que vous avez travaillé avec le compositeur de Barocco? C'est une histoire avec Marco Quesada depuis près de 30 ans. Voilà, nous travaillons Marco Quesada, Marion Coutris pour les textes et moi sur la mise en scène. Depuis 30 ans, tous nos spectacles, nous les créons, nous les écrivons ensemble. Donc c'était tout à fait naturel. Et on n'a pas besoin de se dire grand-chose pour comprendre l'un vis-à-vis de l'autre et l'autre vis-à-vis de l'un. C'est un spectacle d'exubérance toute baroque, c'est sûr, avec des images sublimes, mais il y a quand même le canevas, il y a le scénario. Est-ce que vous pouvez un petit peu raconter le scénario? Le texte est vraiment l'ossature du spectacle. Les images, oui, bon, c'est la mise en scène. Mais avant tout, le texte et la musique forment vraiment la charpente, les deux piliers de cette création. Le texte, comme toujours chez Marion Coutris, c'est un texte très poétique, très philosophique. C'est un texte non linéaire, c'est un texte qui interroge sans arrêt des questionnements sur le destin, sur la mort, sur l'amour, sur l'ange noir, hein, la figure de l'ange noir descendu du ciel, créée dans le baroque même, d'origine. Le dialogue évidemment avec la mort, et puis le dialogue avec l'enfance, la jeunesse et l'enfance. Il y a toujours ce souvenir de ces chœurs, de ces jeunes filles qui chantaient sur le bord de route. Il y a toujours ces figures rhétoriques des carnavals, des danses païennes qui ont, je crois, pour moi, toujours attiré mon attention. J'allais à Plovdiv essayer de construire une tournée à Plovdiv et mon ami Cristiou, directeur du théâtre de Plovdiv, m'a emmené dans la montagne voir une fête de village en pleine montagne, pleine montagne. Et là, j'ai vu des musiciens jouer pendant 6 heures, 7 heures, sans s'arrêter, et les gens danser pendant des heures, tout le village, espèce de farandole. Donc ça, c'est tout le côté, moi, qui me passionne dans le baroque, c'est-à-dire le baroque très populaire. La Passacaille,
est une forme de musique populaire du baroque. Donc ça, c'est passionnant. Et le texte, justement, parle et donne la parole à toutes les formes d'interrogation du chant, de la pensée, de la philosophie, de la poésie, et puis de l'énigme de la vie. Voilà, c'est un texte très énigmatique. D'abord, c'est un travail qui est commun. La pensée vient à partir d'images et d'imaginaires, d'associations d'idées, et à partir de là se construit l'écriture littéraire, se construit l'écriture musicale. Mais elle part au départ d'une nécessité du plateau, et avec le plateau artistique. Alors maintenant, le fondement, un homme nu attend sur une poutre de verre la mort arrivée. La mort vient à sa rencontre et lui permet un instant suspendu le dialogue avec un certain nombre de personnages, avec un certain nombre de souvenirs qui vont revenir à lui. Et sans arrêt, ce dialogue va s'opérer entre l'appétit, celui qui donne son corps à l'autre, celui qui est prêt à se sacrifier pour l'autre, l'ange noir descendu du ciel, qui ironise sans arrêt sur ce rapport de dramatisation de la mort qui, elle, retarde cet instant de jouissance de la mort, et puis viendront une triade de 3 hommes barbus, qui est une évocation claire, nette aux sorcières de Macbeth. Elles sont folles, barbues, et folles dans leur accoutrement, c'est-à-dire ni homme, ni femme, ni être vraiment
sexué, mais en même temps, dans cette ambiguïté, il donne la possibilité d'ouvrir à ce qui nous fait plus peur, c'est-à-dire le diable et l'enfer. Il fut un temps où les hommes et les femmes avaient peur de l'enfer. Maintenant, l'enfer est là. Vous êtes plasticien de formation, Oui. vous êtes venu donc vers le théâtre des Beaux-Arts. Oui. Alors on voit cette inspiration picturale dans les créations de Barocco. Les tableaux de cette époque, les tableaux de maniéristes, les tableaux des églises jésuites, toute cette inspiration. Est-ce que vous pouvez donner quelques idées là-dessus? Ah ben, il y en a une qui est essentielle, c'est que j'ai pas eu le courage d'être un peintre solitaire. Donc la peinture, je l'ai mis en œuvre et en mouvement grâce au théâtre. À chaque instant sur la scène, que ce soit les lumières, les costumes, que ce soit le rapport à l'image et l'imaginaire, je le traite exactement comme un tableau. Exactement comme de la peinture, oui. C'est ça. Mais après, mon œil s'arrête sur des moments de la vie, par exemple, qui me touchent beaucoup. Toutes les processions religieuses m'ont toujours intéressé, dans leur rapport passionnel et dans leur rapport théâtral. Le carnaval, le carnaval est une chose formidable, formidable. C'est fait vraiment, c'est de la peinture, hein. Il y a le carnaval de Bâle, par exemple, en Suisse, ou certains carnavals dans la montagne en Espagne, comme dans la montagne en Autriche, ce sont des beautés merveilleuses. Il en sera de même du côté de l'Afrique, hein, quand les danses rituelles, avec des costumes incroyables, faits de briques et de broc, mais tout à fait sublime, sublissime. Et il y a dans le rapport à l'image quelque chose d'absolu. Ça va de Bacon à Magritte, et de Magritte, évidemment, à toute la peinture baroque, qui est quand même la peinture et la sculpture baroque, une chose tout à fait passionnante, c'est de mettre en rapport des corps proches de la mort, mais dans une espèce d'extase, d'orgasme érotique, complètement fou. L'art baroque de Naples. Ah oui, non, mais c'est incroyable, mais parce que ça a été un moment permissif, c'est un moment de liberté qui a été donné aux artistes. Après, ça a été repris, hein, ça a été plus que censuré, mais il y a eu une période comme ça d'ouverture du possible. Est-ce qu'il y avait un peintre en particulier qui vous a influencé pour créer les images de Barocco? Non, il n'y a pas un peintre. Non, c'est mon voyage plutôt. Il n'y a pas un peintre en particulier, non, il y a eu, je vous dis, plutôt des souvenirs vécus dans la rue, de processions, notamment. En Italie? Non, en Espagne, pays catalan, les cagoulards, noirs et rouges, les marches processionnaires étaient très impressionnantes. Et puis, il y a tous des rituels en Espagne, hein, où on saute au-dessus des nourrissons, où il y a des processions de vieilles femmes qui pleurent mais qui rient, m'ont beaucoup influencé. M'ont beaucoup influencé. Alors évidemment, bon, on peut pas ne pas dire que l'Italie n'a pas... On a tous, mais c'est une mémoire collective. C'est une mémoire collective que nous avons tous... voilà. Mais j'étais à Saint-Pétersbourg, j'étais aussi à Vienne et Lituanie. Je me suis aperçu d'un baroque tout à fait étrange et décalé. Et moi, j'ai apprécié aussi dans le baroque tout ce qui est caché, tout ce qui est non évident, quoi, qu'il faut aller chercher dans le creux, quoi, qu'il faut aller chercher derrière les choses. Et c'est pourquoi d'ailleurs on a fabriqué cet immense cadre, hein, parce que la peinture baroque est toujours encadrée, ornementée, hein, l'ornementation. Eh bien ce cadre, nous l'avons fait avec les déchets de la mer. Il est fait que de bois flotté, de branchages, de fleurs séchées, et je défie quiconque de me dire que c'était ça.
Et tout ça s'est agencé. Et ce tableau est à la fois de l'art brut et à la fois il est ornemental et baroque. Vous avez travaillé pour la première fois avec les Russes. Pourquoi vous avez décidé de travailler avec les Russes, avec les artistes de Perm, ou c'est arrivé comme ça? C'est arrivé avec une rencontre de Nathalie Taubin. Ici à Marseille, il y a un très gros festival russe qui est fait au Tourski par Richard Martin. Et je suis allé voir ce festival et j'ai rencontré Nathalie et qui a rencontré notre travail. Et je lui avais dit que je faisais des répétitions ouvertes sur Barocco et 14 directeurs de théâtre et d'opéra sont venus voir les répétitions, dont un certain nombre de Russes. Mais c'est vrai que cette Russie m'a toujours intégré, même enfant. Cette Russie, mon président dit toujours qu'on doit notre vie peut-être aux Américains, c'est sûr, mais aussi aux Russes. Et quand j'étais à Saint-Pétersbourg, ça m'a vraiment beaucoup marqué quand même là. Comment ce peuple a résisté dans une souffrance absolue, mais absolue. Comment ils ont pu résister et combattre le nazisme. Donc ça... Et puis j'adore la langue russe, voilà. J'adore cette langue. C'est vraiment intéressant. Et alors, parmi ces 14 directeurs de théâtre, un certain nombre ont été intéressés. Et puis un personnage un peu hors norme, Vladimir Goffinkel, sortant du lot, avec toute sa folie, tout son discours très passionné, très drôle, très fort, s'est pris d'amour pour notre travail et nous a immédiatement invités dans son festival à faire une étape de création chez lui et nous a permis aussi de mettre des artistes du théâtre de Perm, qui est un théâtre énorme, sont 360 permanents, c'est 2 salles, c'est un théâtre assez incroyable pour nous Français. Et donc nous avons construit ensemble un travail de coproduction avec le théâtre de Perm et le théâtre ici de Marseille, le théâtre Nono de Marseille. On s'appelle Nono parce que c'est les Marseillais qui nous ont adoptés avec ce nom-là. C'est eux qui ont choisi qu'on s'appelle comme ça et qu'on construise ensemble cette part un peu décalée. Comme il y a eu les dadaïstes, il y a les nonos. Les acteurs russes, parmi eux, il y a les danseurs, il y a un chanteur, et les acteurs dramatiques qui chantent. Je trouve qu'ils sont si bien intégrés dans l'univers fou, loufoque, déjanté de Barocco, que je ne sais pas si on ne m'a pas dit qu'ils sont des Russes, je ne le saurais jamais. Ouais. Ah oui, c'est vraiment... c'est fusionnel, là, c'est fusionnel. Et ce qui prouve que dans l'art, il n'y a pas de frontières. Ce qui prouve que dans l'art, il n'y a pas de langue. Toutes les langues sont possibles. Toutes les langues sont possibles. Ça veut dire que c'est une porte ouverte à une immense liberté. Et je pense que de toujours notre travail s'est ouvert à l'étranger. On a un spectacle One Day qui fait 400 mètres de long en extérieur. Il y a 9 langues différentes dans ce spectacle. Donc les gens rentrent dans des langues diverses dont ils ne comprennent pas le sens profond, mais ils comprennent l'esthétique. Or, l'esthétique, c'est du fond. La forme est du fond. Et je pense que c'est peut-être là une façon de comprendre à quel point la forme travaille à ce qu'est fondamentalement l'écriture artistique. Nous sommes des artistes, des fabricants de rêves, et uniques. Marco, parlez-nous de votre partition baroque. Alors, quand Serge Noyel, le metteur en scène, m'a proposé d'écrire un opéra autour du baroque, à notre époque, évidemment, sur une musique qui a maintenant 400 ans, comment rendre une œuvre moderne avec quelque chose qui est déjà inscrit dans un patrimoine musical. Donc c'était un peu une sorte d'utopie
totale. Et en même temps, je ne suis pas un spécialiste du baroque. Parce que on ne peut pas se dire à un compositeur en 2017-18 de se dire qu'on est spécialiste du baroque. Mais vous êtes espagnol. Je suis espagnol, mais on peut être interprète. On peut être délire dans votre sang, non? Absolument. Alors là, c'est complètement ça en fait. C'est-à-dire qu'en tant que compositeur, on peut être interprète et se dire je suis spécialiste du baroque, je suis interprète, j'utilise des instruments de l'époque, etc. Mais compositeur, ça n'a pas de sens. Donc comment aller chercher une écriture en tant que compositeur Alors, j'ai un peu réfléchi, on en a parlé souvent, j'ai écouté, et en fin de compte, le baroque de l'époque, c'était des avant-gardistes, c'était des gens qui inventaient la musique dans l'instant, et c'était presque des pop stars. Les grands hautes contres de l'époque, ça correspond à ce qu'on a actuellement en pop star dans la musique pop en fait. C'était des grandes stars et la musique avait un côté très populaire et très voilà, c'était pour moi la pop de l'époque. Évidemment, quand je dis ça, c'est un peu n'importe quoi, mais en même temps, la vérité, elle est là. Et donc, je me suis dit, bon, comment arriver à m'inspirer de ça. Et donc, je me suis donné aucune limite, en fait. Je me suis dit, maintenant, en tant que compositeur, je me suis inspiré, évidemment, de certaines choses du baroque, comme l'utilisation des cordes de manière très, très simple, comme dans la pop musique en fait. Parce qu'on retrouve dans la musique baroque des choses qui sont... et c'est pour ça que ça passait les époques, c'est que des musiques qui sont totalement... que les gens pouvaient chanter. On peut chanter encore du Purcell, parce qu'il y avait ce côté populaire et en même temps riche dans la mélodie. Donc voilà, je me suis donné ça simplement comme écriture. Par exemple, le trio avec 2 contre-ténors et un basse. Alors ça, c'est complètement hallucinant, parce que ça n'existe pas en fait. Il n'y a pas d'équivalent. Ça, c'est un peu le délire de Serge, et quand il m'a proposé ça, je me suis passé des nuits blanches à réfléchir comment est-ce que je vais composer pour 2 contre-ténors et un basse. Dans l'écriture musicale, en général, on aime bien avoir différentes tessitures possibles. Là, on est quand même dans deux oppositions totales. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont perchés là-haut et celui qui est en bas. Mais en même temps, c'est très intéressant parce que ça donne quelque chose d'étrange. Enfin, étrange. C'est-à-dire de singulier. Et en même temps, moi je suis espagnol, je sais qu'en Espagne, on aime les choses qui sont... on aime culturellement. Au niveau de notre ressenti, on aime les extrêmes, le sang, la corrida, ce qui est quand même, la corrida c'est quand même un truc complètement hallucinant. Donc on aime les extrêmes, on aime les choses qui ne sont pas lisses. Est-ce que vous avez utilisé les mélodies de compositeurs de baroque espagnol, italien, ou anglais? Non. J'ai écouté plein de choses, mais de toute façon, comment se mettre au niveau d'un Haydn, d'un Bach, d'un Purcell, c'est pas possible. Donc, mais une mélodie qui ressemble beaucoup à Purcell. Alors, au milieu de la pièce. Voilà, au niveau de la pièce, il y a quelque chose qui ressemble un peu à un thème baroque qui s'appelle Cold Song, qui est une œuvre magistrale de Purcell sur un opéra, qui est issu d'un opéra et qui est un tube qui a dépassé le temps. Et évidemment, je m'en suis inspiré parce qu'on peut pas ne pas en tenir compte. Mais c'est autre chose. C'est autre chose. Mais ça garde une influence de l'époque baroque. Dans les spectacles que nous avons vus, il y avait les chants en russe. Oui. Est-ce que cette mélodie russe a influencé d'une certaine manière votre méthode de travail ou pas du tout? Il n'y a aucune inspiration en termes de mélodie russe, parce que tout ce que
l'écriture du spectacle est totalement originale. Il n'y a pas, je ne me suis pas inspiré d'un chant russe, c'est totalement l'inverse en fait. Je suis arrivé là-bas à Perm avec une mélodie que j'avais composée qui était en français, parce que tout le texte est en français. Et on l'a traduit en russe parce qu'on le jouait à Perm, en Russie. Et on s'est rendu compte que le russe avait ce pouvoir, la langue russe, ça fait penser un peu comme l'italien, l'espagnol, qui sont des langues chantantes, qui sont vraiment très fortement, émotionnellement chantantes, qui n'est pas le cas pour moi du français, moins, je ne dis pas que c'est pas, mais moins le français, moins l'allemand, est totalement différent de l'anglais. C'est-à-dire que ce sont des langues qui... je ne suis pas un musicologue, mais qui utilisent des fréquences. Chaque langue a une fréquence en fait. Quand on parle de langue, pour moi une langue c'est une mélodie, c'est une manière de faire chanter les mots. Et le russe, pour moi, je ne parle absolument pas le russe, mais quand j'entends parler le russe, ça me fait penser plus à une langue latine en fait, qu'une langue germanique. Il y a quelque chose de très chantant. Et donc, cette mélodie que j'avais composée dans une écriture française, quand je l'ai entendue la première fois chantée par des Russes, j'ai trouvé ça sublime. Sublime. Parce que je ne sais pas si ça m'aurait fait le même effet si j'avais fait ça quand on aurait traduit en chinois, parce que je ne pense pas. Mais il y a quelque chose de très chantant dans le russe, très, très mélodieux. Et donc, quand on écoute maintenant, quand j'écoute cette mélodie maintenant, je me dis, mais il est hors de question de la chanter autrement. C'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on peut penser que c'est une mélodie russe. Mais aussi parce que la culture russe, la musique russe, qui est quand même une musique énorme dans l'influence, pour moi, en tant que compositeur, c'est quand même ce sont des compositeurs qui m'ont très influencé. Voilà, que ce soit Tchaïkovski, Stravinsky, tous les compositeurs russes m'ont influencé en tant que compositeur. Donc voilà, je retrouve une racine très forte.